Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Jerry Tardieu, c'est le coordinateur national du mouvement En Avant en Haïti. C'est aussi un ancien député. Merci à vous d'être sur le plateau de France 24. Merci Marc Perelman, c'est un plaisir d'être l'invité de France 24. Alors, Haïti, ces derniers mois, c'est un président assassiné, des kidnappings presque tous les jours, des missionnaires américains, notamment ces derniers temps, des gangs tout-puissants, une crise économique et sociale sans fin, sans oublier encore un tremblement de terre. Vous vivez en Haïti depuis très longtemps. Est-ce que la situation est la pire que vous ayez jamais connue? Personnellement, oui. De mes 53 années sur Terre, c'est la première fois que je vis une situation aussi difficile en Haïti. La population est aux abois. Et des gangs armés contrôlent la capitale, pillent, tuent, violent, extorquent, et ceci devant la passivité des autorités et très souvent devant l'impuissance de la police nationale. Naturellement, l'économie ne résiste pas, le chômage est à des signaux records, l'inflation, et je dirais que les entreprises font faillite, et que comme l'économie s'écroule, les Haïtiens s'en vont par milliers, ils fuient par la mer, surtout les jeunes. Et nous avons vu l'image des migrants à la frontière mexicano-américaine, humiliés après avoir passé 3 mois dans la jungle à essayer de se trouver des cieux plus cléments qu'en Haïti. Donc effectivement, aujourd'hui, Haïti est un État failli qui a basculé dans la violence et dans le chaos généralisé et qui aujourd'hui se doit de se reprendre, mais qui a besoin pour cela d'autorités qui ont la poigne, qui ont la fermeté, qui ont le leadership de pouvoir renverser la vapeur et surtout d'une solidarité internationale qui malheureusement ne se sent pas encore. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? On ne va pas remonter toute l'histoire, oui, mais ne serait-ce que ces 5 dernières années, comment est-ce qu'on est arrivé à ce stade-là? Absolument. Alors Haïti, il y a des problèmes structurels qui datent de 2 siècles. Nous n'avons pas le temps de les aborder, que ce soit notre premier siècle d'existence qui a été marqué par le fardeau de la dette qui nous a empêchés d'avoir, je dirais, les possibilités financières de construire un État fort. Le 2e siècle difficile, occupation américaine, gouvernement populiste, coup d'État. Arrivons-en aux 5 dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé qui fait qu'aujourd'hui nous sommes au bout du gouffre et vivons cette crise? En fait, l'assassinat du président Jovenel Moïse est le symptôme le plus palpable, le plus concret de cette descente vertigineuse d'Haïti vers le chaos et la violence. D'aucuns diront qu'il a lui-même créé les conditions, de par sa gouvernance, de cette instabilité, de cette fragilité de la police et de cette violence dont il a été victime. C'est une autre histoire, on y reviendra. Mais en fait, essentiellement, c'est qu'aujourd'hui, en Haïti, il y a une relation de nature collusoire entre les autorités en place, les gouvernements successifs de M. Jovenel Moïse. Cette relation de nature collusoire fait que des chefs de gangs ou des gangs armés se sont retrouvés tout puissants avec l'impunité de tout faire. Relation de type collusoire entre ces gangs armés et certains opérateurs du secteur privé des affaires, qui eux aussi, puisque étant dans l'obligation probablement de financer ces gangs, qui, au fond, leur font aussi des exigences pour qu'ils puissent continuer à fonctionner, et relations de type collusoire entre certains élus ou certains pressentis candidats à la députation, au sénatorial ou au présidentiel, qui comptent sur ces gangs pour voler les élections. Donc cette relation de nature collusoire entre les autorités et des tout-puissants entre les gangs ont créé chez les gangs une force. Ils ont, pendant des années, accumulé de l'argent, des armes et en fait une certaine impunité qui fait qu'aujourd'hui ils sont maîtres de la situation. Et aujourd'hui ils ne répondent de plus personne. Donc c'est là le plus difficile. Ce sont eux qui contrôlent Haïti aujourd'hui. En fait aujourd'hui la capitale haïtienne est contrôlée par des gangs armés qui décident de tout, Voilà, on l'a vu il y a quelques jours dans la rue. Il y a notamment le chef d'une alliance de gangs qu'on appelle le G9, Jimmy Cherizier, alias Barbecue. On l'a vu parader ces derniers jours, même prendre la place du Premier ministre qui a dû fuir parce qu'il a eu peur. Et là, il appelle à la démission du Premier ministre. C'est lui le président effectif d'Haïti aujourd'hui ? Alors, sans devoir nommément préciser qui contrôle la rue, nous dirons qu'il y a des gangs armés, il y a des factions armées qui, aujourd'hui, en dehors de la loi et illégalement, ont pris le contrôle de la capitale haïtienne Port-au-Prince. Et souvent Ils ne se cachent plus, c'est ça. Ils paradent, ils disent « c'est moi qui décide, je veux que le Premier ministre parte ». C'est quand même incroyable. Au vu et au su de tout le monde, avec beaucoup d'arrogance, ce qui crée un effroi, une panique.
Et les Haïtiens quittent Haïti par milliers vers des cieux les plus cléments. Et ceux qui quittent, ce sont ceux qui sont les plus préparés et les plus jeunes, dont nous aurons besoin pour construire cet Haïti dont nous rêvons. Donc c'est le drame haïtien d'aujourd'hui. Et malheureusement, ce drame passe par une solution au problème d'insécurité. Cette solution au problème d'insécurité signifie qu'il faut mettre des moyens derrière la police nationale, et une police nationale qui se doit d'avoir aujourd'hui une unité antiterroriste. On vient d'en changer le chef, mais bon. On vient d'en changer le chef. On va voir ce qui va advenir. Il nous faut aujourd'hui une cellule antiterroriste parce que nous sommes en train de balancer, Marc Perelman, d'une situation de criminalité classique à une situation de terrorisme. Et quand je dis terrorisme, je pèse mes mots. Quand il y a des gangs armés qui pénètrent dans les lieux de culte, des églises par exemple, pour y enlever des prêtres, ou alors tout simplement des fidèles, nous ne parlons que du terrorisme. Donc nous sommes passés de la criminalité au terrorisme. Il faudra prendre des dispositions très très claires. Il faudra qu'il y ait un leadership sans équivoque pour pouvoir adresser ce problème, naturellement avec un financement pour plus d'équipements, pour la police nationale, naturellement recrutement d'autres troupes, naturellement formation d'élite ou d'unités spécialisées pour qu'on puisse commencer à voir le bout du tunnel. Le Premier ministre Ariel Henry est-il à la hauteur de la tâche? Je rappelle qu'il est aussi soupçonné d'avoir peut-être participé, je dis bien peut-être, à l'assassinat de Jovenel Moïse. Alors justement, dans ce feuilleton à 1000 rebondissements, cette accusation qui pèse sur le dos du Premier ministre, c'est aussi un grand problème pour lui. Naturellement, j'évite de commenter des questions qui sont liées à une enquête quand même déjà pour le moins difficile. Je laisse à la justice la sérénité et l'impartialité d'avancer. Mais par contre, le problème avec Ariel Henry, au-delà de cette accusation, puisque aujourd'hui, on est présumé innocent tout autant qu'on ne soit pas condamné coupable, le problème avec Ariel Henry, le Premier ministre, c'est qu'il ne donne pas encore les signes qu'il ait la poigne, qu'il ait le leadership, qu'il ait la capacité de pouvoir gérer Haïti pendant la transition. Transition, ça veut dire que nous devrons aller inévitablement ou irréversiblement vers des élections. Les élections ont été repoussées sine die. Elles sont obligées d'être repoussées puisque la situation qui existe en Haïti avec ce climat d'insécurité empêche toute possibilité de même contempler l'éventualité d'élections. Donc il a raison de les repousser finalement. Alors, il est obligé de les repousser, mais les repousser vers quelle date ? Et surtout, ce n'est pas tant quand nous aurons des élections, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on en arrive aux élections ? Il faut d'abord rétablir la sécurité. Il faut ensuite qu'on ait un gouvernement qui tienne la route, qui ait la crédibilité, avec des personnalités de la société civile au-dessus de tout soupçon, qui ont un vécu dans leur vie et qui peuvent inspirer confiance aux acteurs politiques, aux forces vives de la nation. Et puis, bien entendu, il faut qu'on ait un conseil électoral impartial pour que des partis politiques, dont le mien, nous puissions sans aucune crainte aller aux élections en sachant qu'elles seront libres, honnêtes, transparentes et démocratiques. Mais vu le contexte que vous décrivez, essentiellement la question sécuritaire, ça paraît totalement impossible. Et la communauté internationale, vous l'avez dit, semble finalement peut-être en avoir marre d'Haïti. Peut-être qu'il y a une fatigue sur Haïti. C'est difficile de prévoir des élections, mais je dirais qu'avec la communauté internationale, il faudra aussi qu'on puisse revoir nos cahiers. Et je m'explique. Sans vouloir dédouaner le leadership haïtien, les élites haïtiennes ou les décideurs haïtiens, il faut quand même se poser des questions, Marc Perelman. 15 ans de présence des Nations Unies, plus de 10 milliards de dollars après, investis dans la sécurité, la justice, les institutions. Qu'en est-il d'Haïti ? Un État failli. Un État failli qui aujourd'hui n'est pas au service de la population, mais qui est pris en otage par des gangs armés. Donc il faut revoir notre mode de relation avec l'international, d'abord en tenant compte du principe de l'autodétermination des peuples. Dans le cadre de la souveraineté nationale bien comprise, Haïti doit pouvoir elle-même choisir ses dirigeants et ne pas subir l'influence de puissances étrangères. Ça n'a pas toujours été le cas. Et ensuite, ça a même rarement été le cas. Rarement été le cas. Et en plus, il faut bien sûr comprendre que nous avons besoin d'un accompagnement, nous avons besoin de solidarité et certainement pas d'une intervention étrangère. Est-ce que vous avez une proposition pour trouver un consensus ? On sait on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, plusieurs propositions pour sortir de cette crise, aller vers une transition. Qu'est-ce qui vous paraît le plus réaliste en termes de calendrier électoral ? En fait, pour aller vite et bien, il y a aujourd'hui, disons, sur la table, l'accord de Musso, donc qui est celui proposé par le Premier ministre, Musso du quartier où cet accord a été signé, qui prévoit qu'il est Premier ministre et président et qu'il va faire des élections après avoir changé de gouvernement et monter un conseil électoral crédible. Deuxièmement, il y a l'accord de Montana, un accord Montana du lieu où cet accord a été signé, l'hôtel Montana, qui prévoit un autre Premier ministre, Ariel Henry, avec un président, donc une gouvernance bicéphale, pour aller aux élections, mais dans 3 ans après avoir fait des réformes structurelles importantes.
Et puis entre les deux, il y a 3 mois, un protocole d'entente nationale qui avait été signé, qui prend un mélange des deux accords, Montana et Musso, qui prévoit une gouvernance bicéphale, avec possiblement Ariel Henry comme Premier ministre ou un autre, un président qui soit d'abord plus proche de la Constitution, donc validé par ce qui reste d'institutions légitimes. Il y a 10 sénateurs qui siègent. Ou alors, quand même, ils ont évolué dans leur position, un triumvirat. Pourquoi pas un représentant donc de ces 3 promoteurs de projets dans un triumvirat, une collégiale, avec un Premier ministre sorti de la société civile, et puis qui nous amènerait à bon port. À bon port, pour nous, ce serait bien de pouvoir, entre 6 et 9 mois, s'occuper de la question de rétablir l'autorité de l'État et la sécurité pour qu'on aille aux élections à la fin de l'année 2022, après, bien entendu, avoir changé ce gouvernement, avoir des personnalités à la tête de l'État qui soient neutres, impartiales, qui peuvent inspirer confiance et qu'on monte un conseil électoral crédible. Il y a 9 membres qui dirigent ce conseil électoral. Ils sont tous les 9 nommés par des secteurs représentatifs de la vie nationale. Aujourd'hui, sur les 9 secteurs, seulement 7 ont dépêché 7 n'ont pas répondu positivement à l'appel du Premier ministre. C'est qu'il y a un problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut un consensus politique largement consensuel pour permettre aux Haïtiens ensemble de décider que fait-on, où on va, quand et comment. Géry Tardieu, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 et merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur nos antennes. Restez-y pour plus d'informations.